Salut, moi c'est Giaco. Et ça, c'est pas de la surface de contrôle de Pecno. Vendue au prix légèrement indigeste de 3500 €, la Blackmagic Fairlight Desktop Console est une surface de contrôle dédiée aux sociétés de production audiovisuelle et aux sondiers de cet univers ayant les poches profondes et surtout bien pleines. Comme son apparence mais surtout son nom l'indique, celle-ci est conçue pour s'intégrer avec la page Fairlight du logiciel de montage DaVinci Resolve destiné à la post-production audio. Cependant, bien que son design sans faute fasse envie à nombre d'entre vous, d'autres auront vite fait de souligner l'existence de surfaces de contrôle MIDI, bien moins coûteuses, ainsi que de la compatibilité de Resolve à celle respectant la norme Mackie Control. Alors qu'est-ce qui rend cette console unique et justifie ce prix? Quelles sont les différences entre une surface de contrôle MIDI lambda et ce produit fait maison? Je vous propose de répondre à toutes ces questions et plus encore dans cette vidéo de découverte. Une vidéo qui n'aurait pas vu le jour sans la marque en elle-même, et tout particulièrement sans sa branche francophone qui a accepté de me prêter la desktop console sans contrat ou restriction éditoriale. Le propos présenté dans cette vidéo sera donc le mien et Blackmagic auront connaissance de celui-ci pour la première fois en même temps que vous. Je tiens vraiment à souligner la reconnaissance que j'ai pour les équipes de BMD France qui ont réussi à négocier le fait qu'on prête ce genre de bijoux à un taré comme moi. À savoir que c'est moi qui a initié cette empreinte, demandant naïvement si c'était possible et m'attendant à un refus catégorique. Franchement bravo et merci pour votre confiance. Quant à vous, j'espère que vous profiterez au maximum de cet aperçu d'un équipement accessible aux professionnels uniquement et rarement visible par le grand public. Je vous invite également à me faire part en commentaire de vos retours, des oublis et améliorations de ce premier essai pour la prochaine présentation de produits pro inaccessibles de ce type. Avant d'évoquer toutes les subtilités de cette desktop console, il me semble important de faire un point sur le rôle des surfaces de contrôle pour ceux d'entre nous qui n'auraient jamais croisé ce genre d'outil. Comme son nom l'indique partiellement, le rôle d'une surface de contrôle est de transposer les commandes virtuelles d'une station de travail du numérique en des commandes physiques, permettant une manipulation plus intuitive, ergonomique et précise qu'avec le classique combo clavier-souris. Voyez-le comme un Stream Deck, mais avec plusieurs types de contrôles, chacun assigné à des tâches pour faciliter l'utilisation et pour une application bien spécifique. En pratique, ces outils servent en post-production à avoir la main sur les pistes audio des projets correspondants de façon à y appliquer des variations précises de niveau, de panoramique et de traitement, que ce soit de façon globale ou temporelle. Par exemple, c'est ce type de surface qu'on retrouve dans les box de montage et dans les studios de post-production pour le mixage de films et séries télé. De par la quantité excessive de pistes dans ce genre de projet, l'utilisation d'un intermédiaire physique multicontrôle tombe sous le sens pour travailler efficacement. Par ailleurs, c'est dans ce secteur qu'est répandue la notion d'ajustement temporel des réglages, appelée automation. C'est notamment à cause de celle-ci que la plupart des surfaces de contrôle disposent de faders motorisés et d'encodeurs, les positions des contrôles devant suivre la valeur en fonction de la position dans la timeline. Pourquoi faire, me diriez-vous? Pour par exemple faire passer un effet sonore d'un bout à l'autre de la salle quand un vaisseau spatial traverse l'écran, ou pour émuler la fermeture d'une porte de discothèque sur une piste musicale rajoutée en post-production. Assez parlé, à table. Table que vous pourrez d'ailleurs fabriquer en ajoutant 4 pieds à la boîte de la desktop console qui est absolument massive et magnifique. On retrouve ici le thème de couleur et l'habillage de l'emballage du Speed Editor, que j'avais trouvé si réussi. Avec un thème de couleur sobre et sérieux, une photo du produit alléchante et des textes gros et lisibles. À l'arrière, vous aurez le droit à des points clés sur les capacités et l'utilisation du produit, et en haut, une poignée facilitera le transport de l'emballage, bien que je doute que ce soit le genre de choses qu'on emmène avec soi en voyage. Valise ouverte, vous serez accueilli par un ensemble de livrets, vous renseignant sur l'installation des drivers, l'obtention du manuel et invitant au téléchargement gratuit de Resolve, ainsi qu'un gros sticker Blackmagic. Dans un exosquelette de polystyrène thermoformé, vous retrouverez le produit en chair et en os, et sous celui-ci, un câble USB-C versé de 1,50 m et un insert laissant paraître une dernière surprise. Une surprise qui confirme l'utilisation pro de ce produit car il s'agit d'un patron. Celui-ci indique les dimensions de la console et les réplique au millimètre près, permettant aux fabricants de mobilier pour les studios de post-production de faire des découpes adaptées à l'intégration de la console dans le corps du bureau. C'est pour cette même raison qu'on notera la présence d'une languette sur le contour de la console, permettant de l'intégrer à plat dans le mobilier sans laisser paraître les connecteurs et le boîtier. C'est une expérience de déballage minimaliste pour cette desktop console dans la lignée de ce qu'on avait vu avec les ATEM et le Web Presenter. En comparaison, sur Xtouch, on vous fournira en plus d'un manuel papier de stickers, un câble d'alimentation et un câble USB-B vers USB-A. Mais une fois de plus, on s'adresse au monde pro, qui préfère acheter des câbles et accessoires adaptés à ses contraintes plutôt que d'en avoir de fournis qui finiront peut-être à la poubelle. C'est une autre mentalité. La seule chose qui échappe à la règle étant le câble USB-C, ce connecteur étant au final peu répandu dans l'univers professionnel qui fait évoluer son équipement bien plus lentement que le grand public. Parce que si ça fonctionne et c'est rentable, pourquoi changer ? Maintenant que tout est déballé, parlons de la console en elle-même. Bien que je fasse rarement le tour des spécifications, considérant que les pages produits du constructeur le font très bien, je me permets un petit détour pour les mensurations de la bête. Comptez 53 cm horizontalement, 40 cm verticalement et 8 cm de hauteur pour un point total de 5,76 kg. C'est un très joli bébé dont la
beauté ne s'arrête pas au poids et à la taille. Ici, le plastique se fait rare. Le corps de la console est entièrement en métal, et il en va de même pour les capuchons des faders et encodeurs. Seuls les boutons et le repose-poignet échappent à la règle pour des raisons évidentes de flexibilité pour le premier et de confort pour le second. En main, le produit renvoie donc une impression de qualité incontestable et rassurante quand on connaît le prix de celui-ci. C'est lourd, solide et putain que c'est beau. La façade en aluminium anodisé partage la texture et la couleur de celle du Speed Editor et n'est pas sans rappeler certains appareils d'une certaine marque à la pomme. Les écrans LCD intégrés sont grands, lumineux, lisibles et suffisamment nombreux pour afficher un condensé des informations relatives à chacune des pistes et la fonction associée à chaque encodeur, ainsi que sa valeur actuelle et la plage disponible. Les capuchons des faders et potards ont de la gueule et leur toucher froid sous les doigts met en confiance. La police de caractère utilisée est splendide et lisible, l'agencement des contrôles semble cohérent et bien structuré, et la présence de la joggle du Speed Editor cité précédemment est un gros atout pour la navigation temporelle. Une fois le produit déballé et les premières impressions passées, il est temps de tout installer. Après tout, on est là pour bosser. Vous retrouverez à l'arrière de la console les connectiques nécessaires à la mise en place de celle-ci, avec le choix entre l'USB Type C et l'Ethernet pour la raccorder à votre système, la prise IEC pour l'alimenter, et la sortie HDMI pour l'affichage étendu dont je reparlerai. Avant toute connexion, il sera cependant nécessaire d'installer les drivers nécessaires au fonctionnement de la bête sur la machine haute. Ceux-ci sont inclus avec DaVinci Resolve, sous couvert que vous ayez coché le paquet DaVinci Control Panels lors de l'installation. Suite à ça, vous retrouverez les logiciels DaVinci Control Panel Setup et Fairlight Control Utility dans la liste de vos programmes. Si vous reliez la console en USB à votre machine, c'est uniquement le premier qui vous concernera, permettant la configuration et la mise à jour de l'appareil. En revanche, si vous choisissez l'Ethernet, les deux logiciels vous seront utiles. Le premier permettra la même chose qu'en USB, à la seule différence que l'adressage IP vous concernera. Quant au second, il sert à constituer un environnement de mixage sous couvert que vous disposiez de plusieurs surfaces de contrôle de la marque, pour que ceci soit reconnu comme une configuration unique par DaVinci Resolve. Une fois les drivers installés, la machine connectée et allumée, je vous conseille un saut sur le logiciel DaVinci Control Panels pour vérifier que le logiciel de votre unité est à jour et la configuration IP correcte y est applicable. Et une fois les vérifications effectuées, de démarrer DaVinci Resolve, aller dans les préférences du logiciel, onglet Système, page panneau de contrôle et sélectionnez la console dans la liste des consoles audio. À ce moment, la console devrait prendre vie tant en termes de fader que d'affichage. En comparaison, sur un X-Touch, point de driver à installer pour la connexion USB MIDI et RTP MIDI pour la liaison Ethernet, mais une expérience utilisateur bien plus segmentée et complexe. Les réglages devant se faire depuis les réglages de la console et les mises à jour de firmware émises via un lecteur de fichiers .6x comme Pocket MIDI ou MIDI OX. On notera également, et évidemment, l'absence totale de sortie vidéo dédiée. Passons à ce qui démarque cette Fairlight Desktop Console. Au-delà de la qualité de fabrication et de l'esthétique supérieure au modèle lambda, c'est l'intégration approfondie avec la page Fairlight qui fait la force de cette surface. En effet, là où les surfaces MIDI disposent d'une quantité limitée d'informations sur les pistes qu'elle accueille, la Desktop Console est capable d'afficher le nom, les niveaux, la position panoramique, mais surtout les bus, groupes et auxiliaires auxquels chacune d'entre elles est assignée. Accessible via les boutons à droite des écrans, les sous-menus associés aux étages du mélangeur de Fairlight reprennent à la perfection l'apparence et les noms de ceux-ci et permettent une édition à la main des différents réglages de pistes. Une édition aisée car dénuée des gymnastiques habituelles des contrôleurs MIDI, qui de par le manque d'intégration ne disposent pas de section dédiée aux étages de dynamique, expandeur, gate, compresseur, limiteur, etc., ou d'égalisation. Ce qui oblige non seulement à l'utilisation de plugins pour chacune de ces opérations, mais surtout d'aller chercher dans un labyrinthe de sous-menus les réglages correspondants, dont la clarté et l'organisation dépendent de la modification des développeurs des plugs. A l'exact opposé, la section monitoring est une fois de plus inconnue au bataillon sur les contrôleurs lambda. Celle-ci permet la gestion du niveau d'écoute, sa coupure, son contenu et sa destination. Enfin, la fonctionnalité qui démarque le plus cette desktop console du reste est la mystérieuse sortie HDMI sur son derrière. Comme les consoles de mixage esclaves des stands utilisés en mixage cinéma, la desktop console joue non seulement le rôle de contrôleur, mais aussi le générateur d'affichage associé. Ainsi, vous retrouverez depuis cette sortie une multitude d'informations et de visualiseurs associés aux pistes visibles sur la console et aux différents bus de mixage de Fairlight. En fonction des options sélectionnées par l'opérateur sur la console, l'affichage passera entre différentes pages associées à celle-ci, rendant certains réglages plus visibles que sur les écrans intégrés à la surface tout en y ajoutant des affichages supplémentaires comme la courbe d'égalisation ou la forme de l'étage de dynamique par exemple. Enfin, n'oubliez pas que cet affichage est facultatif, c'est juste une version plus complète et élargie des informations affichées sur les écrans intégrés. Mais bien sûr, dans l'univers professionnel, l'installation d'un moniteur dédié à cet affichage dépendra plus de l'agencement de l'environnement de travail et de la place disponible que du budget. Il y en a qui ont de la chance quand même, hein. Maintenant que vous savez comment se présente, s'installe, s'utilise et se démarque cet objet, qu'en pensez? Voici l'opinion que j'ai formée pendant les 2 mois où j'ai eu celle-ci à disposition. Esthétiquement parlant, la desktop console est une réussite indéniable, avec un design sobre, net et sans bavure que je trouve extrêmement élégant et qui crie « Je suis un outil pro !». Cette impression est appuyée par la qualité de construction quasi irréprochable de celle-ci.
La face avant de la machine est en aluminium anodisé et le boîtier en tôle épaisse. Les capuchons d'encodeur et de fader sont métalliques, la jog oil aussi, bref, le plastique est rare. Et le seul endroit où celui-ci se fait remarquer, c'est sur le repose-poignet, où il sonne creux et se tord lors d'appuis au milieu de par sa faible épaisseur. Aussi lié que détaché de la qualité de fabrication, le choix de composants fonctionnels est bon mais perfectible. Les encodeurs rotatifs sont fluides, sans cran perceptible et précis, et il en va de même pour la jog wheel. Les écrans sont lumineux, lisibles à tout angle et d'autres résolutions. Les faders quant à eux sont bien qu'extrêmement fluides et précis, j'en ai même rarement touché des comme ça, bruyants et d'une réactivité discutable. Lors du fonctionnement des moteurs, ceux-ci produisent un son comparable au pleu d'une voiture sur du gravier. Certes discret mais remarquable à un faible niveau d'écoute. Quant à leur mouvement, il semblerait que Blackmagic ait fait le choix de la fluidité et de la beauté du geste, plutôt que de la restitution parfaite des courbes nerveuses d'automation. Notez bien que de par la composition plus qu'épurée de mes projets de mixage comparés à ceux destinés à cet engin, j'ai une utilisation affaiblie des capacités d'automation et des faders motorisés. Côté capacité, j'ai peu à dire. Je pense que la qualité des contrôles proposés et leur agencement parlent d'elles-mêmes. C'est une machine extrêmement cohérente et confortable à utiliser, avec peu de recherche dans les menus ou de lecture de manuels nécessaires, en plus d'être plug and play en parfaite synergie avec DaVinci Resolve. Ce que je regrette est cependant un manque d'ouverture de cette surface de contrôle, qui bien que conçue pour Fairlight, serait grandie d'une compatibilité avec les protocoles MIDI, Mackie Control et Mackie HUI. J'ai toujours vu Blackmagic comme avide le cerveau en plus. Donc si ces derniers réussissent à faire une conversion médiocre de leur protocole Yukon en MIDI, je n'ai aucune inquiétude sur la capacité de Blackmagic Design à en faire une irréprochable. Ou au moins un SDK pour l'intégration par des développeurs tiers. Mais c'est une remarque que j'ai déjà faite dans ma vidéo sur le Speed Editor. Pour conclure sur cette surface de contrôle, je vous propose de reprendre mon parallèle avec Avid, en prenant comme point de comparaison la S3 de la marque. Un produit avec des capacités équivalentes à la desktop console, vendu 4800 € TTC. Première question, laquelle est la mieux construite? Face à la construction tout plastique de la S3, pourtant vendue 1300 € plus cher, il est indiscutable que la desktop console est un produit bien construit et plus esthétique par-dessus le marché. Laquelle est la mieux conçue? Bien que la S3 propose une grande quantité de contrôles personnalisables, il manque une façon propre de labelliser ou retrouver les fonctions assignées là, où Blackmagic ont fait le choix de proposer plus de réglages fixes avec la facilité de compréhension qui va avec. De plus, point de jog wheel ou de contrôle du transport chez Avid. Le supplément vous sera facturé 1025 €. Et je ne parle même pas d'écran couleur et encore moins de sorties vidéo dédiées. Non mais oh, faut pas abuser pour 5000 €, merde ou quoi? Laquelle propose le meilleur rapport qualité-prix? En étant honnête, j'aurais tendance à dire que ces deux outils ne relèvent pas de ce que le grand public considère comme un bon rapport qualité-prix. Que ce soit 3500 € ou 5000, le prix de vente de ces machines est bien au-delà de leur coût de fabrication. Mais quand il s'agit de qui se fout le moins de la gueule de ses acheteurs, Blackmagic l'emporte avec une surface mieux conçue, plus jolie, mieux intégrée et mieux construite qu'Avid. Laquelle devriez-vous acheter? Une autre question complexe et qui ne mérite comme réponse honnête que aucune des deux, du moins si vous n'êtes du métier. Ces deux surfaces sont des outils pro qui s'adressent au marché professionnel. Or, quand ce marché investit dans du matériel, c'est pour longtemps. Viennent donc des exigences en termes de contrôle qualité et de durée de vie, deux choses qui nécessitent du temps supplémentaire au test et à la conception des produits. Suivi de près par des exigences de facilité d'installation, de maintenance et de réparation, ce qui implique un produit dont les dimensions, les pilotes et utilitaires de configuration sont facilement disponibles, et dont le démontage est facile et les composants de remplacement sont massivement disponibles. Et viennent enfin les exigences de qualité et de fiabilité liées à une utilisation quotidienne de l'outil, assurée par une bonne ergonomie, des matériaux qui inspirent confiance, une intégration irréprochable et une quantité réduite d'erreurs et de défaillances. Tout ça pour dire que le monde professionnel n'a pas du tout les mêmes exigences que nous, et que cela nécessite plus de temps à la conception, la création de prototypes, aux essais et au contrôle qualité, qui, accompagné par le manque de renouvellement de l'équipement professionnel, nécessite une hausse des prix pour justifier l'aspect financier de ces produits pour le constructeur. Je l'ai dit au début de cette vidéo, et vous l'avez compris tout au long de celle-ci, ces outils ne sont pas faits pour nous. Mais je trouve toujours intéressant de jeter un coup d'œil à ce qui est proposé dans l'univers professionnel, ses priorités différentes résultant en des produits plus aboutis techniquement. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas dans le monde grand public à voir et qui au final seraient intéressantes pour nous aussi. Par conséquent, si l'audiovisuel est votre passion, que vous êtes créateur ou technicien indépendant, passez votre chemin. Une surface de contrôle à moins de 1000 € fera parfaitement l'affaire. La Behringer X-Touch prise comme point de comparaison en début de vidéo est une excellente option à 450 €, regroupant tous les moyens d'interaction nécessaires pour l'édition approfondie. A l'inverse, si vous êtes un intégrateur ou propriétaire d'une société de production audiovisuelle, la Fairlight Desktop Console est un produit esthétique, réfléchi et abordable face aux propositions concurrentes.
qui s'intègre à la perfection avec DaVinci Resolve et nécessitera une quantité minime de temps à l'installation et à la maintenance. C'est un choix stratégique évident si vous ou vos clients font usage de ce logiciel et dont les défauts sont effacés de par les qualités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la Blackmagic Design Fairlight Desktop Console. Un produit une fois de plus à un nom interminable dont vous retrouverez des pages produits et liens d'achat en description. Un énorme merci à Blackmagic Design France une fois de plus pour le prêt de ce matériel. N'hésitez pas une fois de plus à me donner votre avis sur cette première tentative de découverte d'un matériel obscur en commentaire, ainsi qu'à faire part de vos questions et de vos retours. Ça sera un plaisir de les lire et d'interagir avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom, et pour une fois dans une vidéo j'ai réussi à faire un mélange parfait des deux. Si vous souhaitez plus de contenu, à me suivre sur Twitch, en effet je suis en diffusion les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30, pour être informé des futures publications, diffusions, de l'envers du décor, de mon opinion sur des produits, de mes idées à la con, à me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram. Si vous souhaitez discuter avec moi et le reste de la communauté, jouer et partager de bons moments, à rejoindre mon serveur Discord, et pour les plus fous d'entre vous, à faire un don direct ou récurrent de façon à soutenir la chaîne via Utip. En vous remerciant une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et Blackmagic Design France pour cette belle entente, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.